du pays à partir de ce mercredi pour dénoncer la situation actuelle qui traduit, selon elle, le plan de balkanisation de la RDC. Notre correspondant dans cette province du Nord Kivu, Martial Bendelo, nous en dit plus. Des milliers de Congolais qui ont envahi les rues principales de la ville de Butembo tout l'avant-midi ce mercredi. Cette marche pacifique organisée par la société civile du Nord Kivu est partie du rond-point Monseigneur Catalico en passant par les rues président de la République et Matadi avant de chuter au stade Matokeo. Dans la marche, toutes les couches sociales de la population ont été visibles, y compris les autorités politico-administratives locales, les fonctionnaires de l'État, les commerçants, les étudiants et toutes les autres composantes de la société civile. Sur les calicots portés par les manifestants, on pouvait lire, je cite, « Non à la balkanisation de la RDC et non à l'agression rwandaise ». Fin de citation. Au point de chute de la marche, des allocutions ont été prononcées, respectivement par le président de la société civile de Butembo, Maître Fabrice Kakurusi, le maire Fikouloubacha Kamakala et le porte-parole du gouverneur Nord Kivu, M. Jean-Luc Ernest Kiaviro. En ensemble, tous les intervenants ont interpellé la MONUSCO à faire preuve de sa mission sans complaisance. Pour sa part, le président de la société civile de Butembo a averti la communauté internationale que cette guerre d'agression en cours en province d'Nord Kivu est le dernier test des casques bleus de la MONUSCO par la population congolaise. Aussi, un dernier avertissement pour le Rwanda qui doit retirer sans délai ses troupes du sol congolais. Au même moment, la société civile annonce que cette marche n'est que le début des manifestations de la population congolaise contre le plan de balkanisation de la RDC et son agression par le Rwanda. Les manifestations vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national, en commençant par la province Nord Kivu, a promis Maître Fabrice Kakurusi. Martial Bendelo. Et total, comme l'avait souhaité le week-end dernier le Conseil supérieur de la défense. La MONUSCO, mission de Nations Unies pour la stabilisation du Congo, réitère de son côté son soutien à Kinshasa. Au passage, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC condamne le soutien du Rwanda au M23. Un soutien plus qu'évident vu les indices sur terrain. Je peux citer par exemple des tenues qui sont un petit peu différentes de la tenue de la FARDC. Nous avons eu des contacts de nous-mêmes avec quelques-uns des soldats qui parlent apparemment purement l'anglais en préférence de français. Nous prenons note aussi d'une différence significative des tactiques relativement sophistiquées, y compris par exemple des attaques par nuit. Dans l'entretemps à Goma, les jeunes ont protesté mardi devant le siège de la 8e région militaire. Ils demandent les armes pour lutter contre les mutins. Une autre marche est prévue ce mercredi. Et à Kinshasa, comme partout en RDC, c'est la mobilisation totale contre le M23 et le soutien rwandais. Les étudiants du Congo, de leur part, haussent le ton. Nous réagissons et condamnons avec la dernière énergie ces massacres perpétrés par ces pays voisins et leurs commanditaires. La représentation des étudiants du Congo lance un ultimatum sans délai ni condition aux troupes armées de M23 et à leurs commanditaires de se retirer du sol congolais. Nous demandons à la communauté internationale de cesser avec l'hypocrisie et de tirer toutes les conséquences au regard du rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de ramener effectivement la paix en RDC. Les multiples déclarations et réactions démontrent à suffisance que le peuple congolais, d'où qu'il soit, en a assez de la guerre et des mutins qui tentent de freiner l'élan. Au niveau de la nouvelle société civile, comme vous le savez, notre réaction est claire. Nous ne pouvons que sympathiser avec nos collègues du Nord Kivu sur l'activité qu'ils sont en train de mener, une activité citoyenne d'une facture que je ne saurais mesurer maintenant. Nous sommes de cœur et nous sympathisons avec eux sur tout ce qu'ils mènent comme lutte contre la balkanisation de notre pays, contre l'exploitation illégale de nos richesses, contre les violences qui sont infligées gratuitement à notre pays par le Rwanda et les complices que vous appelez M23. Et ça nous préoccupe au niveau de la nouvelle société civile. Ce matin, nous avions une concertation
Et samedi, nous allons poursuivre nos réunions. Et au début de la semaine prochaine, vous verrez aussi ce que nous allons mener comme lutte pour réellement dire non contre la balkanisation de notre pays, contre l'agression de notre pays par le Rwanda. Parce que pour nous, trop c'est trop, il est grand temps que le peuple congolais se réveille. Maintenant que les gens commencent à comprendre, nous sommes engagés. Fidèle à notre idéologie de nationalisme engagé et engageant, suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays en général, au Kivu et en Ituri en particulier. À cet effet, dénonçons et condamnons cette énième agression de notre pays par le Rwanda. Par ailleurs, demandons, primo, au président de la République, garant de la nation et symbole de l'unité nationale, et au gouvernement de porter un soutien inconditionnel, sans faille, tant moral, matériel que financier, à nos forces armées et aux services de sécurité en vue de bouter hors du pays les ennemis de notre peuple. Secundo, au peuple congolais, à la jeunesse en général, de Kivu et de l'Ituri en particulier, de ne plus céder aux tentations de ces hommes animés de mauvaises intentions, de troubler cette paix chèrement acquise, afin de concrétiser le plan machiavélique de balkanisation de notre pays et de nous soumettre une fois de plus sous la domination rwandaise. Tertio, à la communauté internationale, de s'intéresser constamment à la situation sécuritaire et humanitaire de notre pays et à cesser de soutenir les ennemis du peuple congolais. Dans ces événements, et nous demandons donc au Rwanda de prendre toutes mesures pour faire en sorte que ces interférences cessent. Dans le même temps, il est important que le dialogue se poursuive entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et c'est important pour un pays que la République démocratique du Congo dispose d'un appareil militaire efficace et en mesure de s'opposer aux ingérences. Vol des cornières sur plusieurs pylônes. Et comme vous savez, les cornières, c'est dans la structure du pylône, c'est ce qui sert justement à faire la stabilité des pylônes. Donc il y a des gens qui viennent, on peut les appeler directement des inciviques parce que c'est le seul mot qui convient, ils viennent voler ces cornières jusqu'au niveau des consoles. Donc les consoles, vous voyez, la triangulation que vous voyez là, jusqu'au niveau, là où donc, se trouvent les gens qui sont en train de travailler, on enlève les pylônes, donc les cornières d'en bas jusqu'à ces niveaux. Les cas d'espèces là-bas sont en train maintenant de remplacer ces cornières-là. Donc ce qui signifie quoi? Ces pylônes sont en insécurité parce qu'il y a des efforts, des dynamiques qui peuvent arriver, des vents et tout ça, et les pylônes basculent et ça s'écroule. Et quand un pylône s'écroule comme ça, ce n'est pas un seul, c'est tous les cantons qui partent. Donc tous les conducteurs par terre et les gens n'auront pas de courant. On vole même le fil de gaz. Donc le fil de gaz, c'est le seul fil que vous voyez en haut là-bas, qui sert justement à sécuriser le fil de puissance en cas justement de coups de foudre et d'autres conditions atmosphériques, d'autres éclairs. Donc ce fil de gaz aussi est coupé à plusieurs niveaux, on est en train de les voler. En plus, on vole encore le fil de contrepoids de terre constitué de cuivre. Et donc ce sont des fils qui nous permettent justement, dès que les décharges atmosphériques sont là, pour écouler les charges vers le sol. Et ces fils-là sont volés aussi. Donc en cas de perturbation atmosphérique, vous verrez chaque fois il y a des coupures de courant parce qu'on a enlevé les protections. Les gens n'ont pas de courant, on parle de l'insécurité. Ce qui concerne la préparation, elle s'articule en deux étapes. La première, elle se passera sur le plan local. Les athlètes sont déjà internés. La deuxième phase aura lieu à Medway, à Londres. C'est un stage pré-olympique avec des experts internationaux. Des programmes planifiés, mais qui malheureusement ne pourront pas se matérialiser, faute d'argent. Au centre du désaccord, la taille de 57 membres constituant la délégation congolaise à ces Olympiades de Londres, jugée plus élevée par la primature. Selon nos sources, le cabinet du Premier ministre Matata s'est engagé à débloquer seulement les fonds pour 20 personnes sous les 57 proposés par le comité olympique congolais.
Après plusieurs réunions entre les deux parties, rien ne semble baliser le chemin pour les athlètes de la RDC, qui pourtant sont internés depuis le 20 juin dernier et affûtent leurs armes pour ces Jeux, qui constituent une fierté nationale pour tous les pays qualifiés. De l'autre opinion, il se dégage également une interrogation selon laquelle la primature n'a-t-elle pas déniché le phénomène Ngoulou sur cette liste jugée exorbitante? En tout cas, la question reste posée. Mais à l'allure où vont les choses, les déplacements des athlètes congolais risquent d'être hypothétiques. Sinon, la RDC sera représentée que par quelques disciplines au lieu de 7 comme prévu. Bon, merci Madame pour cette opportunité. L'autorité budgétaire, je pense que c'est elle qui décide, c'est elle qui a le pouvoir de délier le cordon de la bourse. Nous ne pouvons que, je pense, nous plier à leur décision. La liste a été élaborée en fonction des rôles ou du rôle que chacun est appelé ou était appelé à jouer au niveau de ces assises planétaires. Je pense qu'il ne faut pas enflammer l'imagination des gens en laissant croire qu'il y aurait de Ngoulou sur cette liste-là. C'est une liste bien connue et je pense que nous sommes des responsables. On ne peut pas faire signer un document truffé de Ngoulou à un ministre. Donc c'est faux et archi faux sur tous les plans. Nous pensons, à notre humble avis, qu'il s'agit peut-être des contraintes budgétaires qui obligent l'autorité à nous imposer ce chiffre de 20. Et nous disons 20 au regard des échéances qui sont prévues là-bas. 20, c'est trop peu, quoi. Alors, pour nous, il faut qu'on essaye d'aller au-delà, de revoir cette liste-là. Parce que si les responsables qui ont été invités là-bas ne sont pas présents aux réunions ou aux assemblées qui sont organisées, cela va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Et puis, il faut comprendre qu'il n'y a pas que le volet activité sportive comme telle, activité physique et sportive. Il y a autant de dossiers qu'il faut ficeler là-bas. Et puis, les piliers de l'olympisme, il n'y a pas que le sport. Nous avons l'éducation, nous avons la culture, nous avons l'environnement. Nous avons tous ces secteurs-là pour lesquels il faut ficeler des dossiers. Nous avons femmes et sport, vous comprenez? Oui. Alors, il ne faut pas faire croire aux gens que lors de ces assises, il n'y a que les athlètes qui se déplacent. Et même alors, les athlètes ne se déplacent jamais seuls. Les athlètes se déplacent avec leurs encadreurs techniques. Les athlètes se déplacent avec des médecins. Les athlètes se déplacent avec les dirigeants sportifs. Parce que ce ne sont pas les athlètes qui vont siéger au niveau de toutes ces réunions-là. Ce ne sont pas les athlètes ou les encadreurs techniques qui vont engager les structures sportives. Donc, nous devons quand même nous entendre et ne pas induire l'autorité en erreur ou enflammer l'imagination des gens. Alors, Monsieur Bachile, ce blocage alors administratif et financier ne risque-t-il pas de compromettre la participation de nos athlètes à ces Jeux Olympiques, d'autant plus que la préparation est perturbée? Bon, la préparation est perturbée. Je crois que nous devons tous tirer les conséquences. La préparation, nos athlètes, ce n'est pas aujourd'hui que ces athlètes-là se préparent. Nos athlètes ont pris part à un certain nombre de compétitions. Je donne l'exemple de celui qui va défendre les couleurs nationales au niveau de judo. Il revenait fraîchement du championnat du monde organisé au Brésil, où il a occupé une place de choix, la 5e place. Donc vous comprenez, ça va biaiser tout simplement parce que nous travaillons sur base d'un chronogramme et il faut respecter ce chronogramme quand on veut des résultats satisfaisants. C'est comme ça. Ce n'est pas une génération spontanée, ceux qui gagnent les médailles. Les sportifs congolais ou bien ceux
les parties prenantes dans le mouvement sportif congolais veulent quelque chose et son contraire. Autant ils veulent qu'on remporte des médailles, autant il faut croire à l'autorité que vous dépensez inutilement l'argent. Voilà. Donc, Merci, Monsieur Alain Badiachile. C'est ça, vous êtes secrétaire général du Comité olympique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Les journaux parus ce mercredi se sont encore une fois de plus inspirés de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Marche aujourd'hui au nord et au sud Kivu pour dénoncer l'agression rwandaise. La société civile interpelle la MONUSCO. C'est le titre phare du journal La Référence Plus. Les quotidiens révèlent que dans une lettre adressée au patron de la MONUSCO, les organisations de la société civile du Nord et du Sud Kivu invitent la MONUSCO d'appliquer les prérogatives de son mandat inscrites au chapitre 7. La consoeur ajoute que les signataires invitent les responsables de la MONUSCO à assurer leurs responsabilités, arrêter l'invasion rwandaise car la patience de notre peuple a atteint ses limites, souligne la lettre ouverte. La prospérité qui fait retentir les mêmes sons des cloches note pour sa part que la MONUSCO qui soutient la société civile de 2 provinces du Kivu hésite d'utiliser ses prérogatives inscrites dans le chapitre 7 et ne s'applique pas sur la disproportion non justifiable et inacceptable entre le nombre de troupes de la MONUSCO et son incapacité à protéger les populations civiles qui encore aujourd'hui sont dispersées à coups de canon, fouillent dans tous les sens et exposés à la pluie et au froid du Kivu montagneux. Passons au tabloïd Les Phares qui illustre sa une avec Goma sous haute surveillance. Les confrères renseignent que l'arrivée des engins militaires, notamment des chars et des hélicoptères de combat, ainsi que des éléments frais armés jusqu'aux dents, a rassuré la population qui avait l'impression d'être abandonnée à son triste sort. Faisant de la dénonciation des membres du mouvement du M23 son cheval de bataille, les libres débats s'interrogent à haute voix qui sont les protecteurs des chefs politiques du M23. Réponse, ils sont connus et résident à Kinshasa. Les Tri-Hebdo se posent la question de savoir s'il s'agit de la politique de l'autruche ou le narcissisme complice. À en croire les journaux, la sphère politique à Kinshasa affiche une attitude équivoque à plusieurs niveaux, allant jusqu'à faire croire qu'ils l'ignorent alors qu'ils hébergent les véritables dirigeants politiques de la rébellion dont se servent les Rwandais et ses maîtres pour réaliser leur complot. Pour mettre Léola à notre revue de presse, parlons cette fois-ci justice avec l'Observateur qui mentionne sur sa une Thomas Lubanga, écope de 14 ans de prison. Le journal nous fait remarquer que cette sentence est en fait la toute première condamnation de la CPI depuis son entrée en fonction à La Haye en 2003. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.